Et si la culture pouvait bénéficier de l'univers des mondes virtuels ? S'agit-il d'une idée originale, d'une idéologie passagère ou d'une véritable piste de revalorisation du secteur ? Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à une experte de la culture et passionnée de science-fiction. May Menassel est enseignante-chercheuse au laboratoire d'Evisu de l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Architecte et designer, ses domaines de recherche concernent le design d'expérience, le design de service, la médiation, les dispositifs numériques, l'espace architectural et l'espace urbain. C'est elle que nous avons choisie pour vous faire voyager dans ces mondes virtuels. Les internautes nous ont posé un tas de bonnes questions sur les réseaux. Nous les avons posées à notre tour à notre invité. Voici ses réponses. Alors, les mondes virtuels ne sont-ils pas une projection idéalisée de l'avenir et des promesses de ce qu'il peut nous apporter ? Il est vrai que lorsqu'on parle des mondes virtuels, notre imaginaire nous mène fatalement vers les hologrammes bleutés dans Star Wars ou les écrans transparents que manipule et commande John Anderton dans Minority Report, donc de Spielberg. Pourtant, il suffit juste de regarder autour de nous aujourd'hui pour voir qu'on est à un moment charnière où la science-fiction rejoint la réalité. On a déjà des écrans transparents chez Samsung, chez Apple, comme ceux que manipule John Anderton, ou la possibilité de manipuler des éléments à distance. Ça se fait très facilement depuis une dizaine d'années avec une simple Kinect, donc device qui est entré dans le langage courant maintenant. Et d'autres innovations ont suivi, comme les casques de réalité virtuelle, déjà protéisés en 1982 dans le film Tron de Lisberger, ou plus récemment dans le Ready Player One, donc de Spielberg, encore lui, qui plonge donc les protagonistes dans un univers onirique, fictif ou futuriste au choix. Les exemples ne manquent pas, preuve que le présent de l'humanité se rapproche de plus en plus d'un futur longtemps fantasmé. Alors, réalité virtuelle, réalité augmentée, visite virtuelle, je ne comprends pas bien la différence entre tous ces concepts. C'est tout à fait normal de se sentir perdu entre toutes ces définitions de la réalité, et l'anthropologue Patrick Schmoll décrit justement les mondes virtuels, je parle bien des mondes, comme la combinaison de deux technologies. La première, elle va concerner l'imagerie de synthèse, donc tout ce qui va permettre de la simulation d'un univers dans lequel on se déplace, qui est associée à des techniques de communication qui, elles, permettent de transformer un monde artificiel en espace de rencontre et d'interaction, dans lequel on peut expérimenter des situations et même des émotions. On parle délibérément du mot réalité virtuelle, car il s'agit bien de la réalité, pour une partie de nos sens d'ailleurs. Cette réalité, elle est audible, elle est visible et elle est partagée. Dans la fin des années 90, en 1999 précisément, on a Paul Milgram et Fumio Kishino qui ont représenté le continuum de la virtualité. Donc un continuum, ça va être une flèche qui a deux aboutissements. Donc entre l'environnement réel et l'environnement virtuel, on situe la réalité mixte. Donc la réalité mixte, elle va intégrer la réalité augmentée, c'est-à-dire un environnement réel dans lequel on a des incursions d'éléments virtuels, typiquement les Pokémon dans Pokémon Go. Donc on a accès à ces incursions de virtuel via notre smartphone. Et on a un concept moins connu qui est la virtualité augmentée. Donc c'est le miroir de la réalité augmentée qu'on peut définir comme un environnement virtuel augmenté d'éléments réels. De part et d'autre du continuum, on retrouve l'environnement réel et l'environnement virtuel. Alors, réalité, virtuelle, ce sont deux termes étrangers l'un à l'autre. Notre métier d'agent culturel est ancré dans le réel, pas dans le virtuel. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation dans le sens où le réel et le virtuel ne sont pas étrangers l'un à l'autre, ils se complètent plutôt. Et en ce sens, il y a une étude qui est menée actuellement par l'ICOM, donc le Conseil international des musées, autour justement des musées, de la présence des musées en période de pandémie internationale. La question qui est posée est simple, qu'est-ce qu'un musée quand on ne peut plus y accéder, quand on ne peut plus s'y rendre ? C'est là que les mondes virtuels interviennent. Donc grâce ou à cause de la Covid-19, la balade virtuelle fera désormais partie intégrante de l'offre muséale.
Donc à titre d'exemple, on peut citer le Google Art et Culture qui permet une visite virtuelle de plus de 17 musées les plus célèbres du monde. Donc il s'agit d'une sorte de Google Maps en indoor qui permet par exemple de visiter le MoMA de New York depuis chez soi. Donc au-delà de la visite virtuelle qui, elle, est enrichie de contenus qui sont customisables et personnalisables et qui apparaissent en fonction de nos envies, c'est aussi la découverte, voire la redécouverte de nombreux tableaux. Donc tableaux avec une résolution et un niveau de détail jamais vu auparavant. C'est là où réside tout l'intérêt de l'initiative, des déplacements infinis et une proximité inédite avec les œuvres. Un projet, avec les mêmes objectifs d'immersion et de détail, a été étudié par une équipe du laboratoire de Visu. Il s'agit du projet Gigapixel, donc des panneaux géants en très haute résolution, placés à l'entrée du Palais des Beaux-Arts de Lille et qui permettent de s'immerger dans différentes œuvres présentes sur place. On a eu l'occasion très récemment, dans le cadre du projet Interact C2L3 Play, d'accompagner le projet Ocus Pendulum, qui lui questionne l'expérience de visite par des projections de mapping qui réinterprètent les œuvres présentes dans le musée par le biais de lumière et de son. C'est comme ça qu'on peut voir que les mondes virtuels interviennent pour représenter un monde qui n'existe pas, qui n'existe plus, voire même un monde qui est voué à disparaître. Donc sur le site minier d'Arambert Creative Mine, qui a arrêté son activité minière en 1989, auparavant c'était les anciens mineurs qui assuraient les visites du site jusqu'à l'année dernière. Et aujourd'hui, ils sont octogénaires pour une grande partie, et nous sommes obligés de nous projeter dans la perspective de la disparition des mineurs, et d'une partie, du coup, de notre mémoire commune. Il est donc nécessaire de sauvegarder cette mémoire afin de pouvoir la transmettre aux générations futures. Et comment, vous allez me demander? Justement, en passant par la médiation numérique. C'est un travail qui est mené dans le cadre du projet Mémomine, du laboratoire de Visu, et c'est par le biais d'un Papers Ghost, avec l'ancien mineur Aimable Patin, que l'accueil des visiteurs se fait. Donc pour l'instant, il échange quelques phrases avec les visiteurs, mais il sera, dans un avenir proche, amené à faire une visite complète. Avez-vous des exemples concrets d'utilisation réussie d'un univers virtuel au bénéfice d'un projet culturel? Oui, j'ai pas mal d'exemples qui vont dans ce sens. Le premier étant le projet Mémomine que j'ai cité auparavant. Plusieurs emplacements du site minier d'Arambert ont été entièrement modélisés par la technique de la photogrammétrie, comme notamment la salle des pendus, qui sert de background à l'application Souvenir d'Arambert. C'est une application de réalité virtuelle, consultable par le biais d'un casque VR. Donc, pour l'anecdote, l'application a été réalisée par Quentin Lefebvre, qui est petit-fils de mineur, étudiant à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, et elle permet de partir à la recherche de souvenirs incarnés par des photos en noir et blanc qui sont à la disposition de l'utilisateur dans la salle des pendus. Donc c'est une sorte de jeu documentaire où la collecte d'objets nous donne accès petit à petit à la mémoire du lieu. Donc on est immergé dans un monde virtuel, ça nous permet de voyager dans l'espace, mais aussi dans le temps, et tout cela en nous amusant. Donc la dimension ludique est un aspect qui est important dans les mondes virtuels. On va prendre comme exemple le jeu Pokémon Go de Nintendo, jeu que j'ai eu l'occasion d'étudier dans le cadre de mes travaux de recherche. C'est ce type de jeu qui intègre des interfaces émergentes, donc qui sont les réseaux sans fil, la géolocalisation et les capteurs, afin de créer des expériences de jeu qui combinent des éléments du monde réel et du monde virtuel. Pokémon Go est l'une des applications les plus téléchargées dans le monde, et on peut se poser légitimement la question pourquoi Pokémon Go a été si révolutionnaire. D'une part parce qu'il a permis aux joueurs de sortir de chez eux, pour aller chasser des monstres virtuels en famille ou entre amis dans le monde réel. Et peu importe l'âge, le sexe ou la classe sociale, tout le monde jouait à Pokémon Go. C'est un jeu qui a permis de redécouvrir la ville et l'espace urbain grâce à des points stratégiques qui sont nommés des Pokéstops, points de rechargement de Pokéballs qui sont judicieusement placés dans des lieux d'intérêt dans l'espace urbain, comme par exemple des bas-reliefs, des places ou des fontaines. Ainsi, le jeu Pokémon Go et les jeux en général nous permettent de questionner le passé, le présent et le futur, et nous permettent surtout de réanimer la ville ou l'espace urbain qui nous entoure. Le scan et la numérisation de sites historiques permet
de les conserver et de les documenter pour toujours. Quelles sont les perspectives à ce sujet ? Alors concernant l'espace numérique et la numérisation de l'espace, c'est une thématique qui est très chère à mon département d'enseignement, qui est un département génie civil, à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, où justement on questionne ces notions à travers de nombreuses formations et cursus. Donc nous nous intéressons notamment aux maquettes 3D et au BIM. Donc il s'agit pour les maquettes 3D de la simple modélisation d'objets, donc je mets simple entre guillemets, et on parle de maquettes BIM, donc Building Information Modeling, à la condition que les objets soient porteurs d'une information. Et cette information est liée à la composition ou à la nature de matériaux, à leur emplacement et à leurs propriétés. Donc le BIM permet de tester et d'analyser en temps réel la construction d'un bâtiment grâce aux représentations virtuelles. Cela permet aussi la planification, l'estimation et l'analyse de risques. Donc le patrimoine entre de plus en plus fortement dans l'ère numérique et il y a de nombreux territoires qui ont un fort intérêt pour leur passé, comme cité précédemment dans l'exemple du site minier d'Arambert. Il y a plusieurs projets qui visent à numériser le monde. Il y a Citizen Heritage, OA Check ou encore History Pin qui sont quelques exemples. Au-delà de l'expérience numérique d'exploration, c'est des projets qui se veulent évolutifs puisque destinés à s'enrichir au fil du temps. Et ils sont également collaboratifs car partagés entre les institutions détentrices de connaissances sur le patrimoine et les usagers. Alors, à partir des éléments cités précédemment, ça soulève pas mal de questions mais aussi pas mal de défis à relever. On peut penser que le désir d'évasion peut expliquer en partie l'engouement pour la réalité virtuelle. C'est un désir qui est d'autant plus présent à l'heure actuelle, avec toutes les privations de liberté que nous avons connues ces derniers temps, pandémie oblige. Il reste à se questionner sur la convergence, divergence et complémentarité entre le réel et le virtuel, et surtout à placer la réflexion sur l'expérience usagée. Qu'est-ce qu'on veut raconter par le biais de ces mondes virtuels ? Quelle narration ? Qu'est-ce qu'on veut faire vivre ? Qu'est-ce qu'on veut provoquer comme émotion ? Donc dans le cadre du projet Happy VR, dont une étude est menée au sein de mon laboratoire, on évolue dans le domaine de la santé et du bien-être. Donc à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, le personnel médical accède, le temps d'une pause, à un environnement immersif pour décompresser. Les praticiens choisissent un environnement sur un catalogue et s'envolent donc pour le lieu de leur choix pendant quelques minutes. L'étude montre très clairement une baisse du stress et de l'anxiété via l'usage de la VR. L'étude est en cours et elle est à suivre de près. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ces différentes questions qui ont permis d'enrichir le débat sur les mondes virtuels et à vous souhaiter bon courage pour relever de nombreux défis et challenges dans le cadre de l'atelier Cross Innovation sur les mondes virtuels.